Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'était un de ces après-midi clairs et sans vent à Londres, où la lumière traversait doucement les fenêtres des Whitehaven Mansions et tombait comme de l'or sur les moustaches impeccables d'Hercule Poirot. Je venais de me servir une deuxième tasse de thé lorsque je remarquai, avec un certain amusement, que mon ami regardait les petits fours avec la précision d'un horloger inspectant un engrenage. Il ne les a pas mangés, pas encore. Il les a simplement réorganisés, déplaçant celui à la framboise vers le centre et poussant la confiserie glacée au citron de 2 mm vers la gauche. « Je ne comprends pas, Hastings, » dit-il en fronçant les sourcils. « Pourquoi les Anglais doivent-ils insister pour que la symétrie soit secondaire par rapport à l'harmonie? L'angle, c'est tout faux. Voilà, maintenant ça plaît à l'œil. J'ai ri et j'ai attrapé une tranche de Battenberg. C'est un plateau à thé, Poirot, pas une scène de crime. Mais non, une scène de crime, ça offense. Le plateau à thé, ça apaise. Mais les deux, mal agencés, sont tout aussi angoissants. Avant de pouvoir répondre, j'ai repéré quelque chose dans le journal qui était arrivé quelques minutes plus tôt. Une petite chronique particulière, nichée parmi les prévisions de navigation et les ventes aux enchères caritatives, a attiré mon attention. « Écoutez ça », dis-je en touchant la page. Scotland Yard a confirmé la réception d'une lettre anonyme avouant le meurtre. La note, intraçable et non signée, parle d'un crime passionnel, de remords et de la possibilité d'une seconde mort si la question du cœur n'est pas résolue. Qu'en pensez-vous ? Poirot haussa un sourcil, puis me prit le papier avec la délicatesse d'un chirurgien manipulant un scalpel. Il lut le paragraphe en silence, et un curieux sourire apparut sur ses lèvres. « Mon cher Hastings, » murmura-t-il, « ce n'est pas une lettre ordinaire. C'est un casse-tête conçu non seulement pour avouer, mais aussi pour provoquer. »« Oh, je ne sais pas, » dis-je. On dirait un sentimentaliste essayant de susciter un drame. Mais Poirot n'écoutait plus. Il se leva, joignit les mains derrière le dos et commença à faire les 100 pas. « Un tueur qui aime, » murmura-t-il, « ou un amant qui tue. Cela, Hastings, est une contradiction des plus dangereuses. Et juste comme ça, j'ai su que notre thé de l'après-midi était sur le point de dérailler complètement. » Poirot se rassit, attirant le papier vers lui avec un respect généralement réservé aux manuscrits anciens ou aux scènes de crime exotiques. Ses yeux, ses orbes pointus et scintillants, sous des sourcils immaculés, parcouraient le texte ligne par ligne. Notez, Hastings, le langage. Mon crime n'est pas né de la haine, mais de l'amour. Et si la justice n'arrive pas bientôt, une seconde âme pourrait quitter ce monde, emportant ma culpabilité avec elle. Mais oui, ce n'est pas la voix d'un fou, c'est la voix d'un esprit en guerre contre lui-même. Je me suis penché en avant. Cela me semble théâtral, probablement un poète raté qui cherche à attirer l'attention. Poirot me fit un signe du doigt. « Non, 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 vous voyez, mais vous n'observez pas. Cette personne, quelle qu'elle soit, choisit ses mots avec soin. Quitter ce monde et non mourir. Porter ma culpabilité, comme si la deuxième victime était un sacrifice et non une cible. Il y a plus de psychologie ici que de mélodrame. » Il retourna le papier, l'examinant comme si l'encre elle-même contenait des secrets. Ce n'est pas signé, oui. Aucune mention de où ni quand. Mais il y a une élégance dans le phrasé, un rythme. Cet écrivain souhaite être compris. Ils implorent de comprendre. De Scotland Yard
Je me suis moqué. Ce n'est pas vraiment l'endroit pour la sensibilité poétique. Précisément, c'est pourquoi il m'était également adressé. Je le ressens, je sais cela, ceci. Il tapota la colonne. N'a jamais été destiné au Yard, c'était destiné à Hercule Poirot. Maintenant, c'est juste une question d'ego. Poirot ne répondit pas. Il plia soigneusement le papier, le plaça à côté de sa soucoupe et regarda par la fenêtre. Tué par amour, Hastings. Les Grecs pleureraient de joie à une telle idée. Mais dans notre monde moderne, cela n'est pas considéré comme si noble. Je me demande, quel genre de personne écrit une telle chose? J'ai ri. Un romantique dangereux? Poirot se tourna lentement vers moi. Ou calculateur? Qu'est-ce qui est pire, je me demande. À peine 1 heure plus tard, alors que Poirot retournait à ses interminables réarrangements de confiserie, un coup sec résonna dans l'appartement. Je me suis levé pour répondre, et, à ma légère surprise, l'inspecteur Japp est entré d'un pas vif à l'intérieur, l'air plutôt troublé et tenant une enveloppe en papier cartonné. « Ah, Poirot, dit-il, tu vas apprécier ça. » Poirot s'inclina poliment. « Inspecteur en chef, vous nous avez apporté un autre petit cadeau ?» Japp m'a jeté un regard de côté. « Alors, vous avez vu les journaux ?» Poirot désigna la table. « En effet, la lettre d'amour et de meurtre. Et je soupçonne déjà qu'il y a plus que ce que la presse laisse entendre. » Japp eut un sourire narquois. « Vous n'avez pas tort. Cet article était une fuite. Quelqu'un dans la salle de presse a dû en avoir vent. Mais ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est ceci. » Il ouvrit l'enveloppe et en sortit un épais morceau de papier à lettres de couleur crème. Je me suis penché pour voir. L'écriture était la même que celle de l'article, ornée, élégante, étrangement démodée. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le destinataire en haut, à Monsieur Hercule Poirot, le seul qui pourrait comprendre. Poirot le lut silencieusement, son front se fronçant légèrement alors qu'il atteignait les dernières lignes. Puis il le plia avec grand soin et leva les yeux. « Elle est intelligente, dit-il. »« Elle ?» j'ai demandé. « Qui d'autre écrit avec autant de flair une telle précision émotionnelle ? » « Oui, je crois que c'est une femme. » Japp haussa les épaules. « Vous êtes l'expert en flair. Tout ce que je sais, c'est que la lettre à Marianto a été postée depuis une station balnéaire de la côte sud, la Belle-Mer. Pas d'empreinte digitale, pas d'empreinte digitale non plus sur l'enveloppe, rien qui ne nous aide. » Les yeux de Poirot s'illuminèrent. La Belle-Mer, ah, oui, une retraite pour les raffinés. Et où mieux cacher la douleur que parmi les roses et l'air marin. Japp poussa un grognement sec. « Êtes-vous intéressé ou pas ?» Poirot sourit sereinement. « Inspecteur, je suis toujours intéressé lorsque le crime a de la poésie, et que la poésie fait allusion au crime. » Et juste comme ça, notre après-midi tranquille s'était officiellement transformé en une nouvelle affaire. Dès que l'inspecteur Japp partit, avec l'air d'un homme qui croyait que le mystère se résolvait simplement en étant remis à Poirot, le silence s'installa à nouveau dans l'appartement. Poirot se tenait près de la fenêtre, regardant l'horizon de Londres, les mains soigneusement jointes derrière le dos. Je l'ai regardé, sirotant mon thé maintenant froid, conscient que les rouages de sa remarquable petite tête tournaient déjà avec la précision d'une montre suisse. « Eh bien, dis-je enfin, tu penses que c'est authentique? La lettre, je veux dire. » Poirot ne se retourna pas. « C'est authentique, oui, mais pas dans le sens où vous l'entendez. Les faits peuvent être cachés, les noms voilés, mais le sentiment. Ah, que Hastings est réel. Il n'y a aucun artifice dans cette phrase. Une seconde âme peut quitter ce monde.
c'est la voix du désespoir. Le désespoir ne fait pas de quelqu'un un meurtrier, ai-je souligné. Poirot se tourna finalement vers moi, les yeux brillants. Mais non. Mais le désespoir ne exclut rien d'être un meurtrier non plus. Il y a, voyez-vous, une différence entre un tueur à froid et celui qui tue par amour. Tous deux commettent l'acte, mais l'un ne laisse aucune signature, et l'autre, il écrit un sonnet avec du sang. Je me suis déplacé inconfortablement. Vous pensez que cette personne envisage de tuer à nouveau? Je pense, dit lentement Poirot, qu'ils veulent que je les arrête. J'ai cligné des yeux. Mais pourquoi ne pas simplement se rendre? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de justice, Hastings. Il s'agit d'être compris. C'est un appel, pas à la loi, mais à l'esprit, à mon esprit. Il fit une pause, puis lissa son gilet et ajusta ses poignets avec un soin familier. « Prépare tes affaires, mon ami. Nous allons qu'à la belle-mère. » La belle-mère, répétai-je. Oui, si l'on veut entendre les murmures de la conscience d'un tueur, il faut le faire là où la mer est calme et où les mensonges sont prononcés avec douceur. Et c'est ainsi que l'affaire avait commencé. C'est en début d'après-midi que nous arrivons à la Belle-Mer, charmante station balnéaire, nichée le long de la côte sud de l'Angleterre. L'endroit était précisément le genre de retraite qui offrait des sandwichs aux concombres sur de la porcelaine tendre, des dames âgées coiffées de chapeaux de soleil, tricotant sur la véranda, et juste assez de sel dans l'air pour donner l'impression d'être en vacances, même si elles étaient, en fait, là pour enquêter sur un éventuel meurtre. Poirot, pour sa part, était ravi. Observez, Hastings, la symétrie des haies, les allées de gravier précisément ratissées, les volets tous peints dans la même nuance de bleu pâle. Ah, il y a de l'ordre ici, je le sens dans mes os. En privé, je sentais que l'endroit était plus paisible que suspect, mais j'avais appris à ne pas sous-estimer l'instinct de Poirot. S'il sentait que quelque chose n'allait pas derrière tout ce calme distingué, j'étais enclin à lui faire confiance. Nous avions à peine défait nos bagages que Poirot demanda une liste de ses invités actuels et récents. Il l'obtint du directeur, impeccablement poli, un certain Monsieur Fenley, qui, bien que réticent au début, fut influencé par les références de Poirot et par sa tranquille assurance que la discrétion serait respectée. Fenley, comme la plupart des Anglais, semblait partagé entre le dédain pour l'excentricité étrangère et la crainte de la renommée internationale. En particulier, a déclaré Poirot, j'aimerais en savoir plus sur un certain Monsieur Lucien Drake. Le visage de Fenley s'assombrit. Ah, oui, Monsieur Drake est décédé il y a à peine 15 jours, très malheureux, une crise cardiaque, j'en ai peur. Et vous le connaissiez bien? Demanda Poirot. Assez bien. Il venait ici chaque été depuis quelques années. Gentleman poli, bien habillé, plutôt privé. Il passait la plupart de son temps avec un livre ou à marcher le long des falaises, restait seul. Poirot hocha lentement la tête. Et pourtant, il est mort ici, parmi vous. Le directeur se raidit. Le médecin m'a confirmé qu'il s'agissait de son cœur. Il n'y avait pas d'acte criminel. Poirot sourit poliment. Mais bien sûr, pourtant, je trouve curieux combien de fois le cœur est blâmé, alors que c'est l'esprit qui échoue en premier. Et c'est ainsi que tout a commencé. Le délicat tri entre la vérité et la civilité. Dans un lieu aussi empreint de tranquillité, on pourrait presque croire qu'un meurtre est impensable. Poirot, cependant, pensait que c'était précisément dans ces endroits que prenaient racine les illusions les plus dangereuses. Au cours de la journée suivante, Poirot et moi nous sommes fait discrètement connaître dans la station. Notre présence, grâce à l'apparence incomparable de Poirot,
et à sa moustache, encore plus reconnaissable, n'est pas passé inaperçu. Mais sous les traits des vacanciers belges, nous avons posé des questions avec tact et écouté plus que parler. Les détails de la mort de M. Lucien Drake sont apparus par fragments. Des remarques informelles au petit déjeuner, des conversations à voix basse, entendues près des roseraies, des lapsus, occasionnels, d'un invité indiscret. Selon le consensus général, Drake s'était effondré dans la salle de lecture peu après le dîner, un soir. Le médecin résident, le docteur Carlyle, avait été convoqué, mais il était trop tard. Il s'était plaint d'une oppression thoracique plus tôt dans la journée, a déclaré une dame aux cheveux gris nommée Miss Templeton, qui était largement considérée à la fois comme une redoutable joueuse de bridge et une source non officielle de tous les potins. Pourtant, il semblait de très bonne humeur. Il a même flirté avec cette Madame Yates, même si elle est d'au moins 10 ans sa cadette, et 2 fois plus mariée. Poirot, naturellement, était plus intéressé par la chronologie. Et il est mort il y a 2 semaines, dites-vous. Curieux qu'un événement aussi tragique ne mérite aucune mention dans les journaux. Miss Templeton renifla. Sa famille a demandé de l'intimité. Je crois que sa femme est venue chercher le corps le lendemain matin. Sa femme, suis-je intervenu? Il ne voyageait pas seul? Oh, elle ne restait pas ici. Elle vit à Surrey, je crois, Elinor Drake. Plutôt une beauté à son époque, m'a-t-on dit. Même si ces jours-ci, elle reste plus pour elle. Alors que nous nous promenions au bord de la falaise, plus tard, dans l'après-midi, Poirot devint inhabituellement silencieux. « Vous soupçonnez quelque chose ?» dis-je, incapable de supporter plus longtemps le silence. Il s'arrêta de marcher et regarda les vagues. Il y a une divergence, Hastings. La mort est récente. Mais l'aveu, la lettre, parle d'un meurtre déjà commis, avec la promesse d'un second. Dites-moi, pourquoi envoyer une telle lettre 2 semaines plus tard, à moins que la première mort n'ait pas été naturelle? Poirot hocha solennellement la tête. Justement, le timing, le cadre, ils sont trop pratiques. La lettre n'est pas le début de cette affaire, c'est l'écho. La veuve de feu, M. Lucien Drake, a accepté de nous parler dans la véranda, une pièce élégante et ensoleillée qui sentait légèrement la lavande et l'agrume. Elinor Drake était une femme saisissante, de cette manière calme que l'on pourrait associer à une peinture à l'huile bien composée. Bien que simplement vêtue de noir, elle se comportait avec une dignité calme qui faisait qu'on se méfiait immédiatement de sa sincérité. Elle nous a fait signe de nous asseoir. « Je comprends que vous soyez venue me poser des questions sur mon mari. »« En effet, madame, » dit Poirot en s'inclinant légèrement. « Nous espérons seulement clarifier quelques points. Il est toujours préférable, comprenez-vous, lorsque les faits sont frais dans la mémoire. » Ses mains étaient croisées sur ses genoux. La mort de Lucien a été un choc, bien sûr, mais il n'allait pas bien. Pourtant, il n'avait pas vu de médecin la semaine précédant son décès, demanda doucement Poirot. Elle hésita. Non, pas à ma connaissance. Mais Lucien était fier. Il n'aurait pas admis que quelque chose n'allait pas, même si c'était le cas. Poirot se pencha en avant. Et tu n'étais pas ici avec lui. J'étais chez nous à Surrey. Il venait seul à la station. Nous passions souvent nos vacances séparément. Cela a fonctionné pour nous. Sa voix était douce, sans trouble. J'ai jeté un coup d'œil à Poirot, mais il n'a émis aucun signe de doute, du moins pas extérieurement. Puis-je demander, dit Poirot, si votre mari avait des connaissances ici, de vieux amis? Elle eut un léger sourire. Lucien avait beaucoup de connaissances, peu d'amis. N'ayant plus rien à glaner, nous l'avons remercié et sommes partis. Dehors, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Elle semblait détachée. Poirot hocha la tête.
Oui, Hastings, détaché comme une feuille tombée depuis longtemps de la branche, mais qui refuse de l'admettre. Ensuite, nous avons été dirigés vers Miss Violette Remington, un nom qui nous a été mentionné plus tôt comme quelqu'un qui avait bien connu Monsieur Drake. Nous l'avons trouvée assise seule sur la pelouse supérieure, avec un livre ouvert et un châle étroitement enroulé autour de ses étroites épaules. Elle leva les yeux, surprise, lorsque Poirot nous présenta. « Je n'ai pas grand-chose à offrir, » dit-elle rapidement. Lucien et moi, nous n'avions pas parlé depuis des semaines. Poirot sourit. « Et pourtant, mademoiselle, le personnel se souvient de vous avoir vu marcher ensemble la veille de sa mort. » Une pause, un frémissement dans son expression. « Oui, eh bien, » murmura-t-elle, « nous... » Il voulait parler. Nous n'étions pas d'accord. Il était souvent cruel lorsqu'il se sentait coincé. Poirot l'observa. « Et les lettres ? La femme de chambre dit que vous avez brûlé une pile dans la cheminée cette nuit-là. » Je... Violette se mordit la lèvre. « Ils étaient à moi. De vieilles choses. Je n'avais aucune raison de les garder. » J'ai ressenti un frisson, même si la journée était chaude. Alors que nous partions, Poirot murmura. « Le chagrin a plusieurs visages, Hastings. Mais parfois, il n'en porte aucun. » Le major Hugues Blanchard n'était pas le genre d'homme qu'on oubliait facilement. Large de poitrine, visage rougi par le soleil, et sentant perpétuellement la fumée de cigares et l'après-rasage, il était le genre d'Anglais qui semblait perpétuellement à une batte de cricket égaré de coloniser quelque chose. Il nous a accueillis avec une poignée de main ferme et le genre de fanfaronnade réservées aux salons de club et aux histoires de guerre. Lucien Drake, c'est vraiment dommage, cette affaire. Ce type était un peu un imbécile, remarquez, toujours habillé, comme s'il se dirigeait vers un rappel de théâtre. Mais il ne méritait pas de s'effondrer comme ça. Poirot le regarda poliment. « Vous ne vous entendiez pas ?» Blanchard éclata de rire. « Bon Dieu, non. L'homme m'a irrité. Il citait toujours de la poésie, jouant le personnage tragique. Une fois, j'ai essayé de me faire la morale sur Keats. Pouvez-vous imaginer? Étiez-vous ici le soir où il est passé? J'ai demandé. » Blanchard haussa un sourcil. « Bien sûr. Nous avons dîné, puis nous nous sommes assis sur la véranda avec un scotch. Nous nous sommes couchés tôt. »« Seul ?» demanda Poirot. « Eh bien, je n'ai bordé personne avec moi, si c'est ce que tu veux dire. » Il rit, mais l'expression de Poirot resta illisible. « Vous vous êtes disputé avec lui, n'est-ce pas ?» insista Poirot. Le sourire de Blanchard s'effaça légèrement. « Et alors ? Pour rien. L'homme a insulté les militaires. Il a parlé d'illusions patriotiques. Je lui ai donné mon avis. Fin de l'histoire. Nous avons pris congé, et Poirot n'a rien dit pendant un moment. Il est impétueux, proposai-je, mais il ne semble pas être du genre à écrire de la poésie et à avouer un meurtre. » Poirot émit un léger « hmp » et désigna un banc où était assis un petit homme pâle, feuilletant nerveusement les pages d'un grand livre. « Lionel H., » dit Poirot. « Le comptable, il a l'air d'un homme amoureux d'un fantôme. » En effet, M. H. semblait surpris d'être abordé. Ses lunettes lui glissèrent sur le nez. « Madame Drake ?» répéta-t-il en rougissant. « Oui, je l'admire. De loin, naturellement. » Poirot pencha la tête. « Vous n'avez jamais exprimé vos affections ? » ?»« Non, bien sûr que non. Cela aurait été inapproprié. » Ses mains se tordirent comme des lianes nerveuses. En plus, elle ne m'a jamais remarqué. « Et pourtant, » dit Poirot, « vous n'êtes pas surpris par la mort de son mari. » Monsieur H. baissa les yeux. Certains hommes ne réalisent pas à quel point ils ont de la chance, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tandis que nous nous éloignions, Poirot murmura
et certains ne savent pas à quel point un homme calme et amoureux peut devenir dangereux. Le 3e matin de notre séjour, Poirot avait rassemblé suffisamment de fragments pour commencer à assembler son puzzle mental. Moi, par contre, je restais fermement perdu dans les morceaux frontaliers. Notre dernière aventure nous a conduits au bureau du notaire de la ville voisine, un vieil endroit qui sentait le cuir et l'encre, où le nom Drake a suscité un sourcil levé et une fouille dans les dossiers. L'avocat, un homme mince à l'air perpétuellement surpris, a confirmé que Lucien Drake avait révisé son testament peu avant son décès. En effet, M. Drake est arrivé il y a un peu plus de 3 semaines, nous a dit l'avocat. Plutôt brusque, il a supprimé plusieurs bénéficiaires précédents, laissant la majorité de sa succession à son épouse, Elinor. Poirot tapota doucement le bureau. Et a-t-il semblé troublé lorsqu'il a effectué ces changements? Agité, oui, mais ferme dans son intention. Alors que nous quittions le bureau, Poirot murmura « La révision d'un testament, Hastings, c'est comme une signature dans la marge d'un tableau. Souvent négligé, mais pourtant plein de sens. De retour au resort, nous avons poursuivi nos investigations. Les alibis des invités la nuit de la mort de Drake étaient curieux, non pas par leur contenu, mais par la précision avec laquelle ils étaient rappelés. Violette a affirmé qu'elle marchait seule près des falaises. Blanchard avait son seul scotch. Lionel H. prétendait lire dans le salon, mais n'avait personne pour le confirmer. Même Madame Drake, arrivée le lendemain matin, n'avait pas de fenêtre évidente pour un acte criminel, et pourtant, chaque récit semblait trop soigné, trop répété. Poirot, bien sûr, ne dit pas grand-chose, mais je pouvais dire que son esprit se rétrécissait. Au dîner ce soir-là, j'ai osé demander « Que pensez-vous de leurs histoires ?» Poirot sirota pensivement son vin. « Ils sont comme des masques dans un bal vénitien, Hastings, élégants, bien usés et conçus précisément pour cacher la vérité. Je n'arrive toujours pas à décider lequel d'entre eux est le suspect le plus probable. » Poirot leva le doigt. « C'est parce que vous recherchez la culpabilité dans leurs actions. Mais je cherche la culpabilité dans leur motivation. » Un temps de silence s'écoula, avant qu'il ajoute doucement « Et déjà, j'entends des murmures de tromperie dans les espaces où ils ne disent rien du tout. » Peu de temps après, Poirot a demandé un entretien privé avec le docteur Carlyle, le médecin du complexe, qui avait déclaré la mort de Drake comme une crise cardiaque. Nous l'avons trouvé en train de se promener dans l'allée du jardin, dans un costume gris, bien trop lourd pour le temps. Il a semblé surpris par notre enquête. Insuffisance cardiaque, oui, soudaine, mais pas tout à fait inattendue. Drake était du genre nerveux, il gardait les choses enfermées, voyez-vous. « Avez-vous pratiqué une autopsie ?» demanda doucement Poirot. Carlyle cligna des yeux. « Pas besoin. La famille a refusé, et il avait des antécédents connus de palpitations cardiaques. Mais aucun enregistrement officiel à ce sujet auprès de votre clinique. » A noté Poirot. Carlisle hésita. « Non, mais je lui avais parlé avec désinvolture. Il avait déjà évoqué les palpitations. » Poirot ne dit rien de plus, mais je pouvais sentir quelque chose se resserrer derrière sa façade calme. Nous avons laissé le médecin derrière nous et avons continué notre promenade le long des sentiers de gravier. « C'est ça, je suppose, dis-je. Si la famille a refusé une autopsie, il n'y a pas grand-chose à dire. » Poirot s'arrêta devant un parterre de fleurs et se baissa pour inspecter une grappe de violettes. « Dis-moi, Hastings, dit-il, pourquoi un homme atteint d'une maladie cardiaque connue n'apporte-t-il aucun médicament, aucun dossier, aucune inquiétude de sa femme? Pourquoi un médecin prononce-t-il une mort naturelle sans vérification formelle?
Non, non, cela ne sonne pas vrai. Vous pensez qu'il a été assassiné? Poirot se redressa. Je pense que le diagnostic était pratique. Plus tard dans la soirée, Poirot s'est éclipsé pour ce qu'il a décrit comme une enquête des plus délicates. Il revint avec une enveloppe scellée et un visage de granit poli. Une connaissance au bureau du coroner du comté, a-t-il déclaré. Le corps a été transporté brièvement à travers leur poste. J'ai demandé un examen discret des échantillons internes. Il a brandi la lettre. Cela confirme ce que je soupçonnais. Des traces de digitalune toxines dérivées de la digitale, mortelles à forte dose, indétectables sans test spécifique. J'ai ressenti un frisson. Alors il a été empoisonné. Poirot hocha la tête. Et maintenant, mon ami, nous n'enquêtons plus sur des aveux. Nous poursuivons un tueur. C'était juste après le petit déjeuner que Poirot décida qu'il était temps d'avoir une deuxième conversation avec Miss Violette Remington. Nous la retrouvâmes assise sur la pelouse supérieure, sous un parasol blanc, un livre à la main, même si j'observais qu'elle avait tourné 2 fois la même page au cours des 10 minutes que nous regardions de loin. « Viens, Hastings, » dit Poirot. « Il est temps de demander à mademoiselle, non pas ce qu'elle sait, mais ce qu'elle ressent. » Violette leva les yeux à notre approche, son expression polie mais réservée. « Miss Remington, » commença doucement Poirot, « je me demande si vous pourriez me permettre de poser quelques questions supplémentaires. J'espère que cela ne vous dérangera pas. » Elle hésita. « Je suppose que oui, même si je ne suis pas sûr de l'aide que je peux apporter. »« Vous étiez proche de M. Drac, » a déclaré Poirot. « Cela est clair. Et pourtant, votre chagrin. Il se cache, il ne crie pas, il murmure. » Ses yeux clignotèrent. « Il n'y a aucune règle qui dit que le chagrin doit être bruyant, monsieur Poirot. »« Ah, mais bien sûr, » acquiesça-t-il en penchant la tête. « Pourtant, on se demande, qu'est-ce que vous pleurez, l'homme ou ce qu'il était autrefois pour vous ?» Elle déglutit. « C'est privé. » Poirot s'assit en face d'elle, croisant les doigts. En effet, mais lorsqu'un homme meurt subitement, et nous le croyons maintenant contre nature, la vie privée devient un mur, et derrière ce mur, peut-être, se cache un mobile. Violette détourna le regard. « Je n'ai pas tué Lucien. »« Non, » dit doucement Poirot, « mais peut-être que vous l'avez aimé, ou peut-être que vous l'avez détesté pour ce qu'il est devenu. Ce n'est pas si éloigné l'un de l'autre qu'on pourrait le croire. » Elle se leva brusquement. « Je ne serai pas accusé. » Poirot ne bougea pas. « Aucune accusation, mademoiselle, seulement de la compréhension. Je pense que vous êtes loyale, et cette loyauté vous lie à quelqu'un de vivant ou de mort, je ne le sais pas encore. » Elle restait tremblante. Lucien, il était gentil, mais il a changé, c'est tout ce que je dirais. Poirot hocha doucement la tête. « Merci, c'est plus que vous ne le pensez. » Alors qu'elle partait, je me tournai vers lui. « Tu la crois ?» Poirot sourit faiblement. Elle dit la vérité, mais pas toute. Elle ne ment pas, elle est en train d'éditer. C'est là, Hastings, la forme de tromperie la plus subtile. Notre prochaine rencontre fut d'une toute autre saveur. Nous trouvâmes le major Blanchard, assis près de la table de billard, tirant avec irritation sur un cigare et marmonnant à lui-même l'ingérence étrangère et les Belges occupés. Il ne semblait pas content de nous voir. « Et maintenant » aboya-t-il. « Vous venez m'accuser d'avoir empoisonné cet homme parce que je l'ai déjà traité de pensée ?» Poirot eut un sourire gracieux. « Mais non, major, je viens seulement pour observer, et tu es très expressif. » Blanchard fronça les sourcils. « Que dire? Je n'aimais pas ce type. Il était doux, plein de bêtises fleuries,
Il citait toujours des choses misérables et françaises. Mais je ne l'ai pas tué, si c'est pour cela que vous dansez. Poirot l'observa. Vous n'aimiez pas ses idées, ses manières. Avez-vous détesté son influence? Blanchard plissa les yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire, le pensiez-vous dangereux, pas physiquement, mais moralement? Peut-être pour quelqu'un d'autre ici? Le major bougea. Je n'irai pas aussi loin, mais oui, il avait une façon de pénétrer dans la tête des gens, les femmes en particulier. Il disait des choses qui les faisaient remettre en question leur vie. Pourriture romantique, surtout. Et a-t-il dit de telles choses à Miss Remington? Blanchard grogna. Probablement, elle a été folle pendant un certain temps. La pauvre fille ne savait pas qu'elle était une parmi tant d'autres. Poirot laissa le silence s'étirer, avant de le remercier et de sortir. « Elinor Drake maintenant », murmura-t-il, « une femme élégante et sobre. Voyons ce qui se cache en dessous. Nous l'avons trouvée sur la terrasse, en train d'écrire sur un carnet relié en cuir. » Elle leva les yeux froidement. « Je suppose que vous aimeriez une autre série de questions. »« Si vous le souhaitez, » répondit Poirot. « Vous avez un sang-froid remarquable, madame. Je l'admire. » Elle eut un sourire pâle. « J'ai eu de l'entraînement. »« Et pourtant, dit-il doucement, votre mari est mort il y a seulement 15 jours. Et il n'était pas vraiment à moi depuis bien plus longtemps que ça, dit-elle en fermant son cahier. Lucien m'était devenu étranger, c'est la vérité. Vous ne l'avez pas pleuré? J'ai pleuré qui il était, dit-elle d'un ton neutre. Alors que nous la quittions, Poirot murmura. Tu vois, Hastings? L'un crie, l'autre se tait. Mais tous deux sont en colère, intérieurement. Monsieur Lionel H. n'était pas un homme facile à approcher. Nerveux de nature, il avait l'habitude de cligner des yeux rapidement et de lisser ses cheveux à intervalles réguliers, comme s'il se préparait pour un public invisible. Poirot, cependant, s'approcha de lui, avec une douceur rarement réservée aux suspects. « Monsieur H. » dit Poirot en s'inclinant légèrement. « Voudriez-vous marcher avec nous un moment? Je pense que vous pourriez nous aider à mieux comprendre Monsieur Drake. » H. ajusta ses lunettes. « Je ne vois pas comment je peux aider, mais... » « Oui, bien sûr. » Nous nous sommes promenés le long du chemin de gravier, près des parterres de roses, le parfum de la lavande étant présent dans l'air. Poirot garda un ton presque conversationnel. « Vous aimiez Madame Drake, n'est-ce pas? » Le comptable rougit pourpre. « Oui, je suppose que je l'étais. Est-ce pertinent? » Poirot leva les yeux vers l'horizon. « Tout est pertinent, monsieur. Le cœur, il laisse des traces plus révélatrices que la main. Je n'ai jamais agi en conséquence, dit H précipitamment. Elle était mariée, cela n'aurait pas été convenable. » Poirot hocha la tête. « Et pourtant, on n'a pas besoin de proximité pour exprimer de l'affection. Les mots, monsieur, ils voyagent là où le corps ne peut pas. » Il y eut un silence, interrompu seulement par le craquement du gravier sous nos pieds. J'ai écrit quelques vers, a admis H. Anonyme, bien sûr. Les a laissés dans sa boîte aux lettres. Je n'en ai jamais signé. Des poèmes d'amour, j'ai demandé. Admiration. Désir, peut-être. Mais jamais quelque chose de sombre, si c'est ce que vous suggérez. Poirot eut un petit sourire. Et la lettre, celle envoyée à Scotland Yard, dans laquelle elle confesse un meurtre? Pas le mien. H. avait l'air véritablement alarmé. Je le jure. J'ai peut-être fantasmé, oui, mais je n'aurais jamais pu blesser personne, et encore moins elle. Vous croyez qu'elle est en danger? Je ne sais pas. Il jouait avec son bouton de manchette. Elle n'aimait plus Lucien, c'était évident. Mais il avait toujours un pouvoir sur elle. Il pouvait la faire se sentir petite. Est-ce qu'elle l'a déjà dit? Non, dit doucement H, mais elle n'était pas obligée de le faire.
Poirot s'arrêta de marcher. « Vous êtes un homme qui rêve tranquillement, monsieur, et ce sont précisément ces hommes-là qui observent ce que les autres manquent. » Nous l'avons alors quitté avec un signe de tête de remerciement. « Il n'a pas tué Drake, » dis-je pendant que nous marchions. « Non, » murmura Poirot. « Mais je soupçonne qu'il a écrit plus de vérité dans sa poésie qu'il ne le pense. » Les fils de l'affaire avaient commencé à s'entremêler de manière de plus en plus curieuse, et Poirot, qui détestait le chaos plus que le meurtre lui-même, se concentrait désormais sur l'alignement des incohérences qui pendaient comme des ourlets effilochés dans le tissu de l'histoire de chaque suspect. Nous avons commencé par le personnel. Poirot pensait, à maintes reprises, que la vérité résidait le plus souvent dans l'ombre de ceux qui n'avaient pas d'importance, les serveurs, les femmes de chambre, les porteurs. Et en effet, c'est l'un de ces personnages qui a offert un point clé dans le motif à démêler. Martha, la femme de chambre qui desservait l'aile, était une femme au visage simple et au dos droit, dotée d'une mémoire semblable à celle d'un métronome. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait vu quelque chose d'inhabituel la nuit de la mort de M. Drake, elle a incliné la tête d'un air pensif. « Inhabituel, monsieur ? Eh bien, je suppose que j'ai entendu quelque chose d'étrange. »« Continuez, » l'encouragea Poirot, les mains derrière le dos. « Eh bien, je revenais des cuisines avec du linge frais. Il devait y avoir environ 10 heures quand je suis passé devant le salon. J'ai entendu des voix s'élever, se disputer. Je ne distinguais pas grand-chose, juste des bribes. Une voix d'homme et une voix de femme, en colère. « Vous souvenez-vous de mots spécifiques ?» demanda Poirot. « Juste une ligne. La femme a dit « Tu ne peux plus refaire ça, Lucien. » Elle l'a dit sèchement, puis ça s'est calmé. Les yeux de Poirot s'illuminèrent. « Et savez-vous qui était cette femme ? Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je parierais que c'était Madame Drake. Elle était arrivée plus tôt dans la soirée, je pense, aussi silencieuse qu'une souris, mais je l'ai vue descendre d'un taxi au crépuscule. » Ceci, bien sûr, contredisait totalement ce que Madame Drake nous avait dit, qu'elle était arrivée le lendemain matin après la mort de son mari. « Et Miss Remington ?» demanda Poirot. « Oh, elle marchait toujours sur les falaises la nuit. Elle a dit que ça l'aidait à réfléchir. Je l'ai vue sortir ce soir-là, aussi, seule. Je ne suis pas revenu pendant des heures. » Tandis que nous quittions les quartiers des domestiques, je me tournai vers Poirot. « Cela change tout. Si Madame Drake était ici cette nuit-là. » Poirot hocha la tête. Puis, elle a menti. Et les mensonges sont comme des cailloux dans la chaussure. Hastings, finalement, ils entravent la vérité. Mais pourquoi mentir sur son arrivée ? Poirot haussa légèrement les épaules. Peut-être souhaitait-elle éviter les soupçons, ou peut-être elle souhaitait créer un alibi. Il resta silencieux un instant de plus, puis ajouta « Et quant à Miss Remington, le chagrin peut expliquer ses promenades nocturnes, mais il n'explique pas l'heure, ni les larmes. » Larmes ? Le jardinier a mentionné avoir trouvé un mouchoir taché de larmes près du banc surplombant la mer, paraphé Saint-R. Violette Remington. Juste comme ça. Elle prétend qu'elle et Drake ne s'étaient pas parlé depuis des semaines. Et pourtant son chagrin était suffisamment frais pour tremper du coton. Nous retournâmes à notre suite, la toile se resserrant. Les contradictions n'étaient plus vagues, elles étaient mesurables. Et aux yeux de Poirot, cela signifiait que la vérité était proche. « Très bien, » dit-il en retirant ses chaussures avec précaution. « Demain, Hastings, nous commençons à mettre fin aux mensonges. » Le 4e jour, j'avoue que j'étais complètement déconcerté. Chaque suspect semblait aussi suspect, ou innocent, que le suivant. Chaque motif était plausible, chaque alibi perforé, juste assez pour susciter le doute, et Poirot avait pris l'habitude de marmonner en français
à intervalles irréguliers, ce que j'ai toujours trouvé particulièrement déconcertant. Ce matin-là, nous nous sommes promenés le long du sentier à flanc de falaise, la brume venant de la mer formant un doux rideau gris. J'ai mis mes mains dans mes poches et j'ai soupiré. Je dis, Poirot, commençai-je, avez-vous la moindre idée de qui a fait cela? Parce que j'ai considéré chacun d'entre eux, Violette, Elinor, Blanchard, H, et ils semblent tous capables, mais aucun d'entre eux n'est tout à fait en forme. Poirot sourit légèrement, regardant le brouillard. Mon ami, vous êtes perdu parce que vous cherchez à attribuer le blâme en vous basant uniquement sur des faits. Et les faits, bien que très précieux, sont comme des pierres éparses. Ils ne tracent le chemin que lorsque l'on considère où ils mènent. Et tu sais où ils mènent? Je sais où ils ne sont pas. Ils ne mènent pas à celui qui apparaît coupable, ni à celui qui agit avec culpabilité. Ils mènent au mobile. Émotion, Hastings, la véritable boussole des affaires humaines. J'ai froncé les sourcils. Mais qu'en est-il du mouchoir, la dispute entendue, l'arrivée tardive qui n'était pas si tard? Tout est important, mais seulement lorsqu'il est associé à la compréhension pourquoi on ment, pourquoi on brûle des lettres, pourquoi on écrit de la poésie en secret. Il s'arrêta, cueillant un pétale d'un buisson de lavande. Il ne s'agit pas de savoir qui avait les moyens, Hastings, ni qui a eu l'opportunité. Il s'agit de qui en avait le besoin, nécessité émotionnelle, tuée. Mon Dieu, marmonnai-je, vous donnez l'impression que cela semble presque inévitable. Poirot se tourna vers moi, les yeux brillants. Le meurtre, mon ami, est souvent un dernier recours. Mais lorsqu'il est commis par amour, alors cela devient une forme tordue de poésie. Je secouai la tête. Eh bien, je suis toujours dans le brouillard. Il ritardo. C'est pourquoi je dirige et vous suivez. Venez, Hastings, il y a une autre cheminée que je souhaite examiner. Et je soupçonne que ces cendres peuvent encore murmurer la vérité. Les salons de la belle-mère étaient chaleureux et meublés avec goût. Chacun avec une cheminée encadrée de marbre blanc et drapée de rideaux pastels qui filtraient la lumière dorée de l'après-midi. C'est dans le salon privé de Miss Violette Remington que Poirot a demandé l'autorisation d'enquêter, sous le prétexte le plus poli, bien sûr. J'admire simplement le savoir-faire, dit-il avec un sourire, agenouillé près du foyer comme un homme inspectant des carreaux anciens. Vous entretenez souvent le feu? Violette cligna des yeux. Seulement la nuit. Il fait plutôt frais près des falaises après le coucher du soleil. Poirot hocha la tête. Et vous avez brûlé des lettres, n'est-ce pas? De vieilles correspondances? Non plus de sens? Elle avait l'air légèrement mal à l'aise. Oui, je te l'ai dit. En effet, pardonnez-moi si je suis minutieuse, ce sont toujours les petites choses. Elle nous a laissés seuls sous prétexte de préparer du thé. Au moment où la porte se ferma, Poirot sortit de sa poche un couteau à enveloppe, en argent, et commença délicatement à trier les cendres refroidies. « Je ne vois toujours pas en quoi cela aide, » murmurai-je. « Hastings, lorsqu'une personne brûle quelque chose, ce n'est pas seulement pour détruire, mais pour oublier. Et pourtant, le feu a l'habitude de préserver ce que le cœur souhaite effacer. » Il s'arrêta brusquement et tendit la main avec sa pince à épiler. Là, s'exclama-t-il doucement. Il en sortit un petit morceau de parchemin carbonisé, noirci au coin, mais remarquablement intact au centre. J'ai regardé par-dessus son épaule. Le scénario, bien que partiellement chanté, était indubitable. Incliné, élégant et précis. Poirot le posa sur la table et le lissa doucement. « La même encre, la même main, » dit-il. Un fragment de la lettre de confession envoyée à Scotland Yard. J'ai regardé. « Tu veux dire que Violette a écrit la lettre ? » « Ah non, je veux dire qu'elle l'avait, ou une copie,
en sa possession, ce qui suggère qu'elle en était au courant. Peut-être que je l'ai reçu, peut-être l'a-t-il gardé. Mais pourquoi le brûler maintenant? L'expression de Poirot devint grave. Parce qu'elle craignait qu'on le découvre, et on ne craint d'être découvert que lorsqu'on porte le poids de connaissances. Pas forcément de culpabilité, mais de complicité. Il plia le fragment et le glissa dans une petite enveloppe. « Ceci, Hastings, dit-il doucement, n'est peut-être pas la dernière pièce du puzzle, mais c'est une pièce que le tueur ne s'attendait pas à conserver. Et maintenant, dit-il en se levant de toute sa hauteur, nous rassemblons nos suspects, car la vérité ne se cache plus dans l'ombre, elle couve dans les cendres. » C'était en fin d'après-midi que Poirot fit sa demande à la direction de la belle-mère, un salon privé, suffisamment de chaises pour les principaux invités, et du café servi ponctuellement à 4h30. La demande a été accordée avec un minimum d'hésitation, peut-être parce que l'ensemble du complexe semblait désormais sentir que quelque chose d'inhabituel se préparait. « Jeudi », murmurai-je à Poirot, alors que la pièce était en train d'être aménagée. « Vous mettez en scène un vrai petit drame. » Il eut un léger sourire amusé. « Mais oui, Hastings, le théâtre de la vérité, il lui faut une scène adéquate. Si l'on veut que le rideau tombe sur un tueur, il faut d'abord le lever avec style. » Vers 16h30, ils étaient tous arrivés. Elinor Drake était assise rigidement sur son siège, ses mains gantées posées sur ses genoux. Violette Remington, pâle et tendue, évitait tout contact visuel. Le major Blanchard se prélassait avec une indifférence forcée, les jambes croisées et les bras croisés. Lionel H. se perchait sur le bord de sa chaise, tel un écolier, attendant un examen. Poirot se tenait devant eux, les mains derrière le dos, son expression grave mais sereine. « Mes amis, » commença-t-il, « merci de m'avoir fait plaisir. Je vous ai demandé ici non pas d'accuser, mais de clarifier. Un homme est mort. Sa mort, nous le savons maintenant, n'était pas un accident de la nature, mais un acte délibéré, un meurtre. » Il y eut des murmures. H pâlit, Violette visiblement tendue. Poirot leva la main. Mais ce n'était pas un meurtre ordinaire. C'était un meurtre écrit dans le chagrin, masqué par la poésie et enveloppé d'amour. Un crime dont les racines ne sont pas la colère, mais la trahison. Et la clé pour le résoudre, mes amis, n'a jamais été la preuve ni la chronologie. C'était toi, vos silences, vos secrets. Je m'assis près de la fenêtre, un cahier à la main, me demandant, malgré ma confusion précédente, si moi aussi j'étais sur le point d'être surpris. Poirot fit un pas en avant. Commençons donc par les plus bruyants d'entre vous, car parfois, c'est le bruit qui cache le mieux la vérité. Poirot se tourna vers le major Blanchard, qui gonfla instinctivement sa poitrine, comme s'il se préparait à un duel. « Major, » commença Poirot, « vous avez été franc dans votre aversion pour M. Drake. Vous l'avez trouvé vaniteux, efféminé, poétique, qualité que vous considérez comme, n'est-ce pas, incompatible avec l'honneur et la dignité. » Blanchard grogna. « Je n'ai pas de temps pour les hommes qui citent Shakespeare en sirotant du Porto. Mais je ne suis pas un meurtrier, si c'est ce que vous dites. » Poirot incline la tête. « Non, monsieur, vous ne l'êtes pas, mais comprenons pourquoi. » Blanchard cligna des yeux. « Pourquoi? » « Oui, vous voyez, l'aversion n'est pas la même chose que le danger. Vous avez trouvé Drake irritant, mais jamais menaçant. Vous avez argumenté, oui, mais vous ne l'avez pas fait. Peur, lui. » Il pointa un doigt poli. « Et vous n'êtes pas un homme qui tue par insulte. Vous criez, vous piétinez, vous reculez. Vous êtes par essence un bluffeur, un bluffeur. » Une vague de rires inconfortables se répandit dans la pièce,
rapidement étouffé. Blanchard rougit, mais ne dit rien. Poirot s'approcha. Votre alibi est unique, mais vérifiable par le barman, qui vous a vu commander un double scotch, puis vous endormir sur la véranda. Plus importante encore, vos émotions sont brûlantes, mais rapides. Elles ne mijotent pas. Je ne mijote pas, marmonna Blanchard. Exactement, vous faites bouillir, et puis vous avez terminé. Il fit un signe de tête au major. Votre passion est honnête, mais la passion n'est pas la culpabilité. Blanchard se rassit, apaisé, bien que visiblement irrité d'avoir été renvoyé avec autant de précision. Poirot se tourna vers les autres. Considérons maintenant le contraire, un désir calme et poétique, le genre qui ne crie pas en plein air, mais saigne dans l'ombre. Il fit un geste vers Lionel H. Dans chaque drame, il y a un romantique, et dans celui-ci, monsieur, ce rôle était le vôtre. H se raidit. Je vous l'ai dit, je n'ai jamais touché Lucien Drake. Je ne le ferai jamais. Poirot sourit doucement. Non, monsieur, ce n'est pas votre style. Mais permettez-moi de vous démontrer précisément pourquoi. J'ai griffonné furieusement, toujours à 2 temps des déductions de Poirot, mais de plus en plus conscient que les fils se resserrent maintenant autour de quelque chose de définitif. Le major bougea sur son siège. Elinor Drake est restée immobile, mais j'ai remarqué que son regard se dirigeait très légèrement vers le fragment de lettre sur la table de Poirot. Poirot tourna toute son attention vers Lionel H. « Monsieur H, dit-il chaleureusement, vous êtes un homme aux sentiments tranquilles. Vous vous exprimez non pas avec du volume, mais avec des vers. » H fit un petit signe de tête, ne sachant clairement pas s'il s'agissait d'une accusation ou d'un éloge. « Vous avez écrit des poèmes pour Madame Drake, des poèmes anonymes, mais ils venaient du cœur. Ils étaient doux, romantiques, pleins de nostalgie, n'est-ce pas? » « Oui, » a admis H. « Je n'ai jamais voulu offenser. Je ne les ai même jamais signés. » Poirot sourit. « Non, vous ne l'avez pas fait. Mais votre style est cohérent. J'ai demandé à l'inspecteur Japp de comparer votre écriture à la lettre envoyée à Scotland Yard. Il a brandi un drap. C'est l'un de vos poèmes, et ceci. » Il sortit le fragment brûlé de la cheminée de Violette. « Est la lettre du meurtre. » Il y eut un moment de silence pendant que les 2 échantillons circulaient. « Des mains entièrement différentes, » a déclaré Poirot. « Différents rythmes, différents tons. Vos vers parlent de nostalgie, la lettre parle de regret, oui, mais aussi de calcul. Votre passion est authentique, mais ce n'est pas la voix d'un tueur. » H baissa les yeux sur ses chaussures, à la fois embarrassé et soulagé. « Je voulais seulement qu'elle sache que quelqu'un l'a vue, qu'elle n'était pas invisible. Et cela, monsieur, dit gentiment Poirot, n'est pas un motif, c'est une prière. » Il se tourna une fois de plus vers le groupe. « Nous en retirons désormais 2 des soupçons, l'homme qui a crié et l'homme qui a chuchoté, ce qui nous laisse avec 2 autres, la femme qui a pleuré trop doucement et celui qui a brûlé des preuves. » Je me penchai en avant sur ma chaise, le cœur battant. Poirot ramassa à nouveau le fragment de lettre brûlé. « Ceci, dit-il, n'a pas été écrit par H, mais c'était gardé par quelqu'un, caché, puis détruit. » Son regard se déplaça lentement, d'abord vers Elinor, puis vers Violette. « Mais pourquoi garderait-on une lettre aussi accablante, à moins d'en avoir besoin? Pourquoi? Une protection? Une preuve? Ou peut-être, comme un message écrit de sa propre main? » Violette tressaillit. Elinor ne dit rien. Poirot posa ses 2 mains sur la table et se pencha en avant. « Le tueur a parlé. Maintenant, ils doivent écouter. » Poirot se tourna à côté d'Elinor Drake, assise sereinement, presque trop sereinement, dans le fauteuil du coin.
Son visage avait l'expression de quelqu'un qui avait vu la fin de la pièce bien avant même que le rideau ne se lève. « Madame Drac, » dit Poirot, sa voix s'adoucissant juste un peu. « Vous avez enduré beaucoup de choses en silence. » Elle croisa son regard sans broncher. « Le silence est souvent plus facile, monsieur Poirot, surtout quand les gens insistent pour combler les lacunes avec leurs propres conclusions. » Poirot incline respectueusement la tête. Et pourtant, la vérité se cache souvent dans ce qui n'est pas dit. Votre mari, de la vie de tous, était un homme qui a inspiré beaucoup d'émotions, mais peut-être pas l'amour ces dernières années. Non, dit-elle sans excuse. Il était devenu quelqu'un d'autre, froid, cruel même. Mais j'avais fait la paix avec ça. Vous êtes arrivé la nuit de sa mort, pas le lendemain matin, a poursuivi Poirot. Ses yeux clignotaient, mais elle ne le niait pas. J'avais honte. Je ne voulais pas admettre que j'étais venu, en espérant qu'il pourrait changer, qu'il aurait pu reprendre ses esprits. Et il l'a fait? Non. Ses mains se resserrèrent autour des accoudoirs de sa chaise. Il m'a dit qu'il retournait chez Violette, que c'était une erreur de me contacter, que je devrais partir. Poirot hocha lentement la tête. Alors tu es parti. J'ai parcouru les jardins. J'ai pleuré. Puis j'ai fait mes valises et j'ai attendu le matin pour faire comme si je venais juste d'arriver. Et quand vous êtes revenu et l'avez trouvé mort, sa voix était ferme. Une partie de moi était soulagée. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Non, madame, dit doucement Poirot. Cela vous rend humain? Il y eut une pause. Vous avez hérité de sa succession. Elle hocha la tête. Vous aviez un mobile, mais le mobile à lui seul ne signifie pas la culpabilité. Et votre attitude, si calme, si résignée, n'est pas le masque d'un tueur. Il se tourna vers la pièce. Tu vois, mes amis, une femme qui endure des années d'indifférence ne tue pas lorsqu'elle est finalement mise de côté. Elle s'en va, comme elle l'a toujours fait. Et c'est ce que, je crois, Madame Drac a fait. Les yeux d'Elinor brillaient, non pas de triomphe, mais de quelque chose de plus calme. La paix, peut-être. Poirot croisa les mains. Vous l'avez aimé autrefois, mais vous ne l'avez pas tué, et c'est pourquoi vous êtes libre. Poirot inspira longuement. Il se dirigea vers le centre de la pièce avec l'élégance lente et mesurée d'un homme sur le point d'interpréter le dernier mouvement d'une délicate symphonie. Il se tourna vers Violette Remington. « Mademoiselle » dit-il avec une curieuse douceur. « Vous avez été patiente, calme, observeuse, mais plus maintenant. » Violette se raidit. « Que veux-tu dire ?» Il désigna le fragment brûlé sur la table. « Vous avez dit que vous n'aviez pas parlé à Lucien Drake depuis des semaines. Et pourtant la lettre, celle envoyée à Scotland Yard, a été brûlée dans votre cheminée. »« Je te l'ai dit, » commença-t-elle rapidement. « J'ai brûlé de vieilles choses. »« Ah !» l'interrompit Poirot. « Mais c'est là que ça devient intéressant. Car ce fragment, ce bout de confession éloquente, n'était pas ton lettre, c'était celui de Lucien. » La pièce resta immobile. « Oui, » poursuivit Poirot. « Lucien Drake a écrit la lettre originale. C'est lui qui, dans ces dernières heures, a tenté de dramatiser sa culpabilité, de mettre en scène sa propre chute. Mais vous, mademoiselle, tu l'as fini. » Les mains de Violette tremblaient. « C'est absurde. » Poirot s'avança. « Tu as été amoureuse de lui autrefois. Tu as parcouru les falaises avec lui. La servante a vu. Le jardinier a vu tes larmes. Tu étais sa première muse, son vers oublié. Et quand il était revenu, tu as cru, tu espérais. C'était pour la réconciliation. Il a dit qu'il avait changé, murmura-t-elle. Mais il ne l'avait pas fait, dit gravement Poirot. Il s'est encore moqué de toi. Il a dit des mots gentils, puis t'a rejeté une fois de plus. Et cette fois, tu n'étais pas la fille d'antan.
Tu étais la femme méprisée. » Elle se leva. « Je ne l'ai pas empoisonnée. »« Non ?» Poirot s'approcha. « Et pourtant, vous étiez le seul à connaître son penchant particulier pour la liqueur aux herbes qu'il prenait le soir. Elle n'était pas stockée à l'hôtel. Elle était apportée par vous. » Violette se tourna vers Elinor. « Il nous a fait des promesses à tous les deux. Mais c'est toi, » dit doucement Poirot, qui croyait que ces promesses signifiaient quelque chose. Un long silence. Puis, Violette parla. « Il est venu dans ma chambre ce soir-là. Il a dit qu'il devait réparer quelque chose. Je pensais que c'était nous. Je pensais qu'il allait rester. Et quand il ne l'a pas fait, » elle leva les yeux. Sa voix était calme maintenant. « Je ne pouvais plus le supporter. Je ne pouvais pas le laisser me laisser derrière moi une fois de plus. Alors oui, j'ai mis le poison dans la boisson, qu'il avait laissée sur le rebord de la fenêtre, et j'ai écrit le reste de la lettre. Je voulais que vous compreniez. Pour voir moi. » Poirot hocha solennellement la tête. « Oui, mademoiselle, vous n'avez pas tué par haine, mais par chagrin. C'est la grande tragédie. » Violette s'assit, pâle et posée. Dehors, la marée roulait doucement contre les falaises, faisant écho au chagrin d'un meurtre né non pas de la rage, mais d'un amour nié. Poirot se tenait désormais au bout de la table, ses mains posées légèrement sur la surface polie. Sur la table, à côté des pinces à sucre en argent et des serviettes de lin pliées, gisait le fragment calciné de la lettre, dernier vestige d'un crime non seulement de violence, mais de l'âme. Il tourna son regard vers Violette Remington, dont la posture restait droite et posée, mais ses yeux, autrefois brillants de déni, brillaient désormais de quelque chose de bien plus fragile. « Mademoiselle, » Poirot dit doucement, « vous n'avez pas tué Lucien Drake seul, vous avez tué l'illusion, le rêve que tu as fait de lui, de l'amour. » Une ondulation traversa la pièce comme une respiration retenue. Violette regarda la lettre. Sa voix était à peine audible. « Il m'a menti, il m'a utilisé, et puis il m'a rejeté comme si je n'étais rien. » Poirot hocha la tête. « Oui, mais ce n'est pas la trahison seule qui vous a brisé, c'est la vérité. La vérité qu'il n'avait jamais revenue par amour, qu'il n'était venu que pour validation. Une performance, une fois de plus, dans laquelle vous étiez simplement le public en adoration. » Ses doigts tremblaient sur ses genoux. Je l'ai cru, même après tout, je le voulais. Poirot s'approcha et plaça doucement le fragment de lettre devant elle. « Voilà, votre dernier couplet, non pas le poème d'un amoureux, mais le requiem d'une âme qui ne veut plus se laisser tromper. » Elle le regarda, puis le regarda. Sa voix, quand elle arriva, était claire. « Au début, je n'avais pas l'intention de le tuer. Je n'ai même pas apporté le poison. J'ai trouvé la bouteille parmi mes affaires, quelque chose que j'avais emballé pour dormir, juste au cas où. Il était venu me voir cette nuit-là et m'a dit que je lui manquais. Il a dit qu'il voulait parler, pour recommencer. » Elle déglutit. « Mais ensuite, il m'a demandé si j'avais toujours les lettres. Il a dit qu'il craignait qu'elles soient embarrassantes. C'est à ce moment-là que j'ai su. Il avait peur que je puisse parler. Il n'était pas venu par amour. Il était venu pour contrôler les dégâts. » Poirot resta immobile. Hastings aussi restait silencieux à côté de moi. « Et alors ?» dit Violette, la voix plus tendue. « J'ai préparé la boisson. Je l'ai regardé la siroter. Je l'ai vu s'endormir sur la chaise. Et je savais que j'avais tué non seulement un homme, mais le mensonge qu'il avait fait de moi. » Poirot baissa la tête. « Vous ne cherchiez pas à vous échapper, » dit-il doucement, « mais à comprendre. » Elle hocha la tête avec lassitude. « Je voulais que tu me voies. »« Oui, » dit-il, « et je crois que, dans cette lettre, vous espériez que je le ferais. » Le silence qui suivit n'était pas accusateur. C'était, curieusement,
respectueux. L'inspecteur Japp entra alors, comme s'il avait été convoqué par un timing plutôt que par des instructions. Poirot fit doucement signe à Violette. Elle n'a pas résisté. Elle se leva, lissa sa jupe et se dirigea vers l'inspecteur avec une grâce qui n'appartenait pas à un criminel, mais à une femme qui n'avait plus rien à perdre. En dépassant Poirot, elle fit une pause. « Tu as dit que c'était une illusion ?» murmura-t-elle. « Mais je l'ai aimée autrefois. » Poirot hocha la tête. « Mais oui, mademoiselle, c'est pourquoi l'illusion a duré si longtemps. » Et sur ce, l'affaire s'est terminée, non pas par des applaudissements, ni par l'indignation, mais par le soupir tranquille d'une vérité enfin dévoilée. L'inspecteur Japp était arrivé avec sa vive efficacité habituelle, mais la scène qu'il a vécue à la belle-mère n'était pas une confrontation bruyante. Pas de cris, aucune lutte, seul le doux bruissement des rideaux de lin dans la brise marine et le léger bruit des tasses à thé en porcelaine, tintant dans leur soucoupe. Violette Remington s'est levée lorsqu'on lui a demandé. Elle n'a pas pleuré, ni supplié, ni détourné le visage de honte. Elle hocha simplement la tête et laissa Japp lui prendre le bras. « Je ne voulais pas disparaître, » murmura-t-elle alors qu'ils atteignaient la porte. « Je voulais seulement que quelqu'un me voie vraiment. » Poirot baissa la tête. « Et je l'ai fait, mademoiselle. C'est le drame de telles choses que souvent, ce n'est qu'après l'acte qu'on est vraiment observé. » Elle le regarda, les yeux creux, mais calmes. « Je le referais, si cela signifiait ne pas être oublié. »« Non, » Poirot dit doucement, « vous ne le feriez pas, parce que maintenant, vous savez qu'être oublié n'est pas la même chose qu'être mal aimé, et n'être vu que dans l'ombre du crime n'est pas le souvenir que l'on désire. » Japp s'éclaircit la gorge maladroitement. « Bien, alors, nous nous occuperons du reste, Poirot. Je veillerai à ce qu'elle soit traitée équitablement. » Violette marchait sans résistance. Il n'y avait pas de menottes, pas de drame, juste une femme avec un avenir vide et un passé qui ne peut être réécrit. Lorsque les portes de l'automobile se sont fermées et que le véhicule s'est éloigné, je me suis retrouvé incapable de parler. Poirot aussi restait immobile, le regard fixé sur le chemin désormais vide de traces de pas. « Cela ne devient jamais plus facile ?» dis-je finalement, « même quand c'est juste. » Poirot hocha la tête une fois. « Parce que, mon ami, la justice et la miséricorde ne sont pas des ennemis. Mais ils suivent rarement le même chemin. » Le soleil descendait bas à l'horizon, projetant de longues ombres sur la terrasse. Dans le silence, il était difficile de croire que nous étions arrivés il y a quelques jours à peine, pour chercher rien d'autre que le parfum de la mer et le charme d'une station balnéaire tranquille. Maintenant, une vie s'était terminée et une autre s'était effondrée sous nos yeux. Et Poirot, bien que victorieux, ne sourit pas. Plus tard dans la soirée, Poirot et moi nous sommes de nouveau assis dans le salon de notre suite à la belle-mère. Le feu crépitait faiblement et l'odeur de camomille s'échappait d'une paire de tasses, à thé en porcelaine intacte sur la table entre nous. J'ai remué le mien distraitement. « Vous savez, dis-je, je ne peux m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Elle n'avait pas l'air d'une tueuse. » Poirot haussa un sourcil. « Non, parce qu'elle n'a pas tué par colère, ou la cupidité, ou l'envie. Elle a tué par chagrin, et c'est pour cela, Hastings, que cela vous dérange. Peut-être, mais n'est-ce pas encore pire à certains égards? Pire? » Poirot pencha la tête. « Ah, mais c'est plus humain. C'est pour ça que tu recules. » J'ai regardé dans le feu. Elle semblait si calme, si poétique. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle l'ait fait. Poirot sirota son thé. « Le cœur, mon ami, est une curieuse machine. Il ne bat pas seulement avec le rythme, il bat avec la mémoire, avec l'espoir, avec la perte,
et quand ces choses entrent en collision, boum, la machinerie vacille. Pourtant, murmurai-je, je préfère que mes ennemis crient plutôt que de m'écrire des vers. Poirot rit doucement. Moi aussi. Mais voyez-vous, Violette Remington n'a pas commencé comme meurtrière. Elle a commencé comme amante. Et la transition est rarement visible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous restâmes assis en silence pendant quelques instants supplémentaires, les flammes vacillant sur le visage de Poirot, comme un projecteur de scène. « Vous l'avez résolu grâce à la psychologie, pas aux preuves, dis-je finalement. Il n'y avait pas d'empreinte digitale en vue. » Poirot posa sa tasse avec une précision délicate. « Mais bien sûr, Hastings, l'esprit laisse des empreintes bien plus accablantes que les doigts ne le pourraient jamais. » C'était peut-être la première fois que je comprenais à quel point ces méthodes étaient profondes, non pas dans les empreintes de pas, mais dans les notes de bas de page de l'âme. Le lendemain matin, alors que Poirot et moi nous préparions à partir, l'inspecteur Japp nous rendit une dernière visite. Il arriva dans son trench coat habituel, chapeau incliné en arrière, un journal plié sous un bras. « Eh bien, dit-il, tu as encore recommencé, Poirot. Même si je dois l'admettre, je ne suis toujours pas sûr de savoir quelle partie de tout cela était un meurtre et quelle partie était un mélodrame. » Poirot sourit faiblement. « Cela, mon ami, c'est parce que vous voyez le meurtre comme une lame. Je le vois comme une histoire. » Japp haussa un sourcil. « Tu penses qu'elle voulait être attrapée ?» Poirot croisa les doigts. « Mais oui, elle a envoyé la lettre non pas pour s'échapper, mais pour être découverte, pas par la loi, par quelqu'un qui comprendrait. Cela semble une étrange façon de demander de l'aide. Est-ce que c'est ?» Poirot se pencha en avant. « Nous souhaitons tous être compris. Mais pour certains, ce souhait devient un besoin si grand qu'il peut les pousser à des actes désespérés. La lettre, la poésie, il n'a jamais été question de culpabilité. C'était une question de visibilité. » Japp se gratta la tête. « Un peu dramatique, si vous me demandez. » Poirot se leva et ajusta ses menottes. « Tout à fait, mais l'amour, mon cher Japp, est toujours un peu dramatique. Et le chagrin, c'est le théâtre de l'âme. » Japp rit. « Tu es un romantique sous tout cet ordre et cette moustache, n'est-ce pas ?» Poirot s'autorisa un sourire modeste. « Je suis belge. » Sur ce, nous sommes entrés dans l'air frais du matin, sac à la main. Alors que nous nous dirigions vers le taxi qui attendait, j'ai demandé « Pensez-vous qu'elle a écrit la lettre en espérant que vous résolvez le problème ?» Poirot me jeta un coup d'œil, puis à la mer. « Non, Hastings, je pense qu'elle a écrit la lettre en espérant que je la verrais. Nous avions déjà quitté la belle-mère, les caisses étaient emballées, les billets de train achetés. » Poirot, comme toujours, s'assurait que ses gants étaient impeccables et sa cravate exacte. Et pourtant, quelque chose dans ses manières suggérait une pensée inachevée. Ce n'est que lorsque nous fûmes assis dans la voiture de première classe que je remarquai la petite enveloppe dans sa poche de poitrine, soigneusement pliée, de couleur crème et scellée d'un cachet de cire cramoisi. « Tu es silencieux depuis ce matin ?» dis-je. Poirot jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Ah, Hastings, il y a certaines fins qui ne finissent pas, seulement s'estompent. » Il fouilla dans sa poche et récupéra l'enveloppe. « Elle a laissé ça, » dit-il en le tapotant doucement. « Pas avec Japp, pas avec les tribunaux, avec moi. Une lettre, un post-scriptum, un dernier aveu, mais pas du crime, de l'âme. » Il déplia lentement la lettre et lut à haute voix, la voix basse, son accent français plus prononcé dans sa tranquillité. « Monsieur Poirot, si vous lisez ceci, c'est que vous m'avez vu tel que je suis.
non seulement une femme qui aimait, mais aussi une femme qui craquait sous le poids de cet amour. J'avais peur de la justice, oui, mais plus que cela, j'avais peur d'être incompris. Et pourtant, je pensais que tu comprendrais. C'est pourquoi je vous ai adressé la lettre et non à Scotland Yard. Il me jugerait, vous pourriez me voir, et en étant vu, peut-être que je pourrais me pardonner. Poirot plia doucement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Elle n'a pas écrit pour se justifier, a-t-il déclaré. Elle a écrit à révéler. Je restais silencieux, ne sachant pas comment répondre. Cela ne change rien, dis-je finalement. Ça change tout. Poirot a répondu. Cela nous rappelle, Hastings, que même ceux qui tuent ne sont pas toujours des monstres. Parfois, ils sont simplement humains, trop humains. J'ai regardé les collines verdoyantes qui se sont estompées devant la fenêtre du train, la beauté de la campagne se heurtant inconfortablement au chagrin qui persistait encore dans ma poitrine. Elle voulait comprendre, murmurai-je. Poirot hocha la tête, et elle l'a reçue. Il plaça la lettre dans son portefeuille et la ferma. Un meurtre résolu, a-t-il déclaré. Mais plus que cela, une âme entendue. Et sur ce, le train s'est avancé vers Londres, vers la vie, et s'éloigner de la tragédie tranquille qui s'était déroulée au bord de la mer. En fin de compte, ce n'est pas une empreinte de pas ni une empreinte digitale qui ont démasqué le tueur, c'était le cœur. Hercule Poirot, avec ses petites cellules grises, a vu ce que d'autres ont manqué. Qu'un crime, né de l'amour, est peut-être encore un crime, mais derrière lui, il y a souvent une âme qui pleure pour être comprise. Comme toujours, Poirot ne s'est pas contenté de découvrir quoi arriver, il a découvert pourquoi. Et ce faisant, il nous a rappelé que la vérité, aussi soigneusement enfouie soit-elle, trouvera toujours un chemin vers la surface. Et moi, eh bien, je commence à soupçonner que la prochaine fois que quelqu'un me proposera un poème manuscrit autour d'un thé, je vérifierai peut-être l'encre, juste au cas où. Que faire, toi? Pensez-vous que c'était l'indice le plus révélateur qui a révélé la culpabilité de Violette? Était-ce la lettre brûlée, la contradiction dans sa chronologie, ou quelque chose de bien plus émotionnel? Faites-nous part de votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce mystère classique d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de partager et s'abonner au canal. Votre soutien nous aide à donner vie à des cas encore plus brillants et à des déductions brillantes chaque semaine. D'autres rebondissements effrayants, des indices intelligents et le génie inégalé de Poirot sont en route. Alors, restez à l'écoute.